Moi, donc, je vais vous parler de la question en fait, du nettoyage en post-crise. J'ai fait ma thèse sur la question de la résilience du service de gestion des déchets aux inondations que j'ai soutenue il y a 2 ans. Donc là, je ne vous présenterai pas ma thèse, je vous présenterai plutôt les résultats des différents retours d'expérience qui mettent en évidence l'importance de ce service urbain pour la post-crise et pour le redémarrage du territoire. Donc, dans le cadre de ma présentation, je vais parler de service de gestion des déchets. Le service de gestion des déchets, c'est l'ensemble des étapes de la collecte à l'élimination ou à la valorisation du déchet, donc de tous les déchets, qu'ils soient déchets ménagers, donc de la compétence de la collectivité, ou des déchets des activités économiques. Donc, je ne parle pas que du service public de gestion des déchets. La prise en compte de cette question-là et surtout la prise en... on s'est rendu compte de l'importance de ce service de gestion des déchets. Cette prise en compte est relativement récente, date en fait de 5 ans de l'ouragan, de la tempête Xynthia et du retour d'expérience qui a été mené par l'association Robin des Bois, qui a mené l'un des premiers retours d'expérience sur la question de la gestion des déchets en post-catastrophe. Donc c'est une question récente et c'est une question, mais c'est une question, comme je vais vous le montrer, qui n'est pas encore totalement prise en compte. Mon plan va s'articuler en 3 points. Dans un premier temps, je vous présenterai les conséquences de l'inondation sur le service de gestion des déchets. Dans un deuxième temps, je vous montrerai à partir des retours d'expérience quels sont les enjeux de la gestion de ces déchets. Et dans un troisième temps, je vous montrerai l'importance de l'anticipation sur cette question. Donc concrètement, comment ça se passe? Une inondation survient sur un territoire. Elle, comme pour tous les autres services urbains, elle va perturber le fonctionnement du service de gestion des déchets en inondant les infrastructures de gestion, le centre d'exploitation, le centre de traitement, le centre de tri. Elle va également rendre indisponibles les moyens de collecte, rendre indisponibles les employés qui ne pourront pas se rendre à leur travail. Donc le service de gestion des déchets va être perturbé par l'inondation. L'inondation va également faire évoluer la production de déchets pendant l'inondation. D'une part, forcément en zone inondable, s'il y a eu évacuation des populations, donc il n'y aura plus de production de déchets en zone inondable, mais par contre, il y aura probablement un report de cette production en dehors de la zone inondable, dans les zones où la population aura été évacuée. Et donc, le service de gestion des déchets va devoir adapter ses collectes à cette augmentation de la production. En revanche, s'il n'y a pas eu évacuation, si on a décidé de laisser les populations en zone inondable, ces populations vont continuer à produire des déchets qui seront probablement différents que les déchets normaux. Et donc là va se poser la question de la collecte de ces déchets dans la zone inondable, question que je n'ai pas traitée, mais qui est quand même assez stratégique. L'inondation va également créer un nouveau type de déchets qui sont les déchets de l'urgence. Les déchets d'urgence, qu'est-ce que c'est? Ça va être les couvertures, les kits de survie, les bouteilles d'eau qu'on va distribuer aux personnes qui ont été évacuées de la zone inondable. Et cette production n'est pas négligeable. Là, vous voyez une photo qui a été prise à la Nouvelle-Orléans dans le Superdome. Et donc, ces quantités de déchets peuvent être très importantes. Et surtout, ce sont des nouveaux déchets, des déchets que le service de gestion des déchets n'a pas l'habitude de gérer, et donc qui va devoir adapter sa collecte, ses tournées pour prendre en compte ces nouveaux déchets. Ensuite, une fois que l'inondation se retire, tout ce qui aura été mouillé, dégradé par l'eau, se transforme en déchets. Donc, ça va être le matériel, les équipements électriques et électroniques, les meubles, les affaires personnelles, les vêtements, les livres, les branchages, les matériaux de construction, les voitures, enfin vraiment tout ce qui a été mouillé et dégradé par l'eau. Donc là, vous avez une image d'une maison qui est donc les habitants sont en train de nettoyer cette maison, sortir toutes les affaires qui ont été mouillées, et souvent ces biens personnels qui vont devenir déchets. Donc les quantités de déchets sont extrêmement importantes, de l'ordre de 1,5 à 3 années de collecte de déchets normaux, l'équivalent. Donc c'est les moyennes qui ont été observées dans les différents retours d'expérience. Sur la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer, donc les 2 communes qui ont été principalement inondées suite au passage de Xynthia en 2010, donc en Vendée, on est sur des
quantité beaucoup plus importante, l'équivalent de 12 années de collecte. Donc c'est extrêmement important et le service de gestion des déchets va devoir absorber cette nouvelle quantité de déchets. Autre particularité de ces déchets, donc ce sont des déchets donc de nature nouvelle, parce que mouillés, mélangés, je l'ai dit, produits en quantité extrêmement importante et surtout dont la production va s'étaler dans le temps. C'est-à-dire que les déchets, les phases de nettoyage peuvent être différées. Par exemple, toujours sur le cas de Xynthia, on a vu un pic de production donc tout de suite après la catastrophe, où les gens ont nettoyé leur maison, mais également 2 mois après la catastrophe, parce qu'en Vendée, il y avait beaucoup de résidences secondaires, et c'est quand les gens sont revenus dans leur résidence secondaire pendant les vacances de Pâques, donc 2 mois après la catastrophe, qu'ils ont nettoyé leur maison. Donc on va avoir des productions de déchets comme ça, différées dans le temps. Donc toujours, le service de déchets va devoir maintenir l'état d'urgence, enfin maintenir une suractivité pendant une longue période. Ensuite, troisième type de déchets, donc là avec une production beaucoup plus diffuse, ça va être les déchets de la déconstruction. Une fois que la phase de nettoyage est terminée, il va falloir faire les travaux de déconstruction des habitations qui ont été endommagées et de les reconstruire. Et ça va produire là également un volume de déchets très important. Donc des déchets particuliers qui sont des déchets inertes, donc les problématiques liées à la pollution, à la décomposition des déchets que l'on peut retrouver sur les déchets de nettoyage, là sont moins importantes, mais par contre c'est des déchets qui sont produits en très grande quantité et donc des déchets qu'il va falloir stocker dans l'attente de pouvoir les absorber. Et cette production de déchets de la déconstruction, là, elle est extrêmement diffuse également. Par exemple, donc surtout, toujours sur Xynthia, le CT de l'Ouest a mené un retour d'expérience fin 2013. Et fin 2013, il restait encore 100 maisons à déconstruire. Donc sur les 820, quand même 100 maisons à déconstruire. Donc pratiquement 4 ans après la catastrophe, la question de la gestion de ces déchets de la déconstruction n'était pas réglée sur le territoire de Xynthia. Donc, ce qu'on observe, c'est que l'inondation va produire des déchets, des nouveaux déchets en quantité très importante de nature nouvelle, et cela sur un pas de temps très long. Et donc, ça va encombrer, déstabiliser le fonctionnement du service de gestion des déchets pendant un temps qui peut s'étaler sur de longs mois, plusieurs années. Donc, le service de gestion des déchets doit être capable de faire face à cette nouvelle production. Alors, ce que nous montrent les retours d'expérience, alors il y a eu donc depuis 2010 en France, donc il y a eu un retour d'expérience donc sur Xynthia. Il y a eu des retours d'expérience qui ont été menés sur le Var, sur le Gard en 2002. Donc récemment, puis il y a également des retours d'expérience sur Katrina, une littérature très importante sur la gestion des déchets à Katrina, également sur l'inondation de 2011 en Australie. Donc on a plusieurs retours d'expérience, et les retours d'expérience nous montrent plusieurs choses. D'une part, qu'une mauvaise gestion, un dysfonctionnement du service de gestion des déchets peut avoir des conséquences très importantes sur le territoire, des conséquences en termes de dommages environnementaux et des problèmes sanitaires liés donc à un mauvais stockage des déchets peut entraîner une pollution du sol, de l'eau, également le développement de moisissures, la prolifération de bactéries, d'animaux nuisibles. Ça sont des observations qui ont été faites. Également des conséquences pour le retour à la normale du territoire, parce que des déchets qui ne sont pas gérés, des déchets qui encombrent les voies de circulation, ça empêche la circulation des secours, ça empêche la remise en état des infrastructures essentielles, donc des conséquences à court terme importantes, mais également à plus long terme, c'est-à-dire que ce qu'on a observé, c'est que la solution de facilité face à ces volumes très importants de déchets, ça serait de dire on les collecte et puis on va les enfouir. Parce que c'est facile, et parce que ce sont des déchets mouillés, donc l'incinération est compliquée. Donc l'enfouissement, c'est la solution de facilité. Mais le problème, c'est qu'on va porter atteinte aux potentialités de gestion future de ces déchets. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est difficile
de construire, d'implanter de nouvelles infrastructures de traitement des déchets et d'élimination des déchets. Et décider d'enfouir tous les déchets post-catastrophe va porter atteinte aux potentialités de gestion des déchets normaux. Donc des conséquences importantes quand cette gestion des déchets post-catastrophe n'est pas anticipée, n'est pas préparée. Autre enseignement très important de ces retours d'expérience, c'est que la gestion des déchets post-inondation va se faire entre un équilibre entre une gestion dans l'urgence et un maintien dans la durée. C'est ce dont j'ai déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire que tout en continuant à devoir gérer les déchets normaux, le service de gestion des déchets va devoir, dans un premier temps, agir dans l'urgence pour permettre la circulation des secours, le rétablissement des infrastructures essentielles, donc déblayer rapidement les routes, et donc là, sans vraiment mettre en place une gestion particulière des déchets. L'objectif, c'est de rendre la circulation possible, mais ensuite, dans un deuxième temps, donc l'objectif, c'est de nettoyer les bâtiments pour permettre une reprise d'activité, un retour des habitants dans leur logement. Donc là, c'est une phase beaucoup plus longue où la majorité des déchets vont être gérés et on va mettre en place une gestion spécifique, donc mettre en place des procédures de tri, installer des zones de stockage et rechercher des exutoires. Donc c'est une période qui va être beaucoup plus longue. Alors si la collecte est relativement circonscrite dans le temps, par contre le traitement, la durée durant laquelle on va réussir à absorber et à traiter tous ces déchets peut être beaucoup plus longue et durer de plusieurs mois à plusieurs années. Et en parallèle, une fois que cette phase de nettoyage est terminée, on va devoir collecter et traiter les déchets de la déconstruction. Et à la fin, il ne faut pas oublier la remise en état des zones de stockage temporaires, les zones qui auront servi à stocker temporairement les déchets post-catastrophe. Donc on voit que c'est un équilibre entre gérer dans l'urgence, parce qu'on a besoin de pouvoir remettre en état le territoire, et puis maintenir une suractivité du service de gestion des déchets dans la durée. Troisième enseignement de ces retours d'expérience, alors là je fais un focus sur les cas français. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que cette gestion des déchets post-inondation s'est fait dans l'urgence et sans anticipation. Mais qu'on a réussi, donc généralement sur tous les retours d'expérience qu'on a fait, il y a eu un tri grossier qui a été fait. On a réussi à trier, même grossièrement, ces déchets, que des sites de stockage ont été définis sur des zones généralement adaptées, donc qui sont relativement imperméables et donc sans risque majeur de pollution, ces déchets ont été gérés par les exutoires des déchets normaux. Donc on a une gestion qui s'est faite tant bien que mal. Alors il y a eu des problèmes quand même de pollution, observés de pollution, de brûlage à l'air libre, mais que le service de gestion des déchets a réussi à absorber ces déchets, que cette gestion des déchets s'est faite en fait avec une solidarité locale très importante. Ça a mobilisé de nombreux acteurs, les collectivités, les éco-organismes, les services de l'État. Et donc qu'il y a eu une absorption relativement rapide de ces déchets. Alors comment on peut l'expliquer ? Je l'explique dans ma thèse par ce que j'ai appelé la résilience territoriale, donc la capacité d'un service de gestion des déchets à aller chercher des moyens à l'extérieur. C'est-à-dire que quand il n'est pas capable en interne de faire face à la production de déchets, il va chercher des moyens à l'extérieur. Donc le cas de la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer est très intéressant pour cela, car l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer ont dû faire face à l'équivalent de 12 années de collecte, donc une quantité très importante de déchets. Mais ils avaient la chance de faire partie d'un syndicat de traitement des déchets départemental, donc à l'échelle du département. Et donc, ils ont pu bénéficier, et dans ce département, de la Vendée, c'était les 2 seules communes qui ont été très impactées par la tempête Xynthia. Donc, ils ont pu bénéficier de l'ensemble des infrastructures et des moyens techniques du département. En plus, il y a eu une solidarité des communes, des entreprises locales qui les ont aidés à gérer ces déchets. Donc pourquoi ce focus sur
cette résilience territoriale, cette aide qui peut venir de moyens extérieurs. C'est pour montrer que si jusqu'à présent, les collectivités qui ont été confrontées à cette question de la gestion des déchets en post-catastrophe ont réussi à absorber relativement facilement ces déchets. Alors, il y a bien sûr eu des conséquences sur l'environnement, mais quand même, quoi, rapidement, ces déchets ont pu être traités. C'est que les catastrophes récentes ont touché des bassins relativement circonscrits, et donc les services des déchets ont pu bénéficier de solidarité. En revanche, on peut s'interroger d'une inondation majeure qui toucherait des grands bassins avec des enjeux très importants, où les quantités de déchets pourraient être considérables. Et là, quelle serait la capacité des services des déchets à trouver des moyens, et donc qui étalerait dans le temps la gestion de ces déchets. D'où vraiment une nécessité de prévenir la production, d'éviter, de limiter cette production de déchets, et également d'anticiper au maximum les dysfonctionnements du service des déchets. 3 minutes, ok. Donc pour cela, actuellement, depuis Xynthia, il y a eu un certain nombre d'obligations réglementaires, obligations des éco-organismes de reprendre les déchets issus des catastrophes naturelles dont ils s'occupent, obligation des départements et des régions de planifier et d'identifier des zones de stockage temporaire. Donc un certain nombre d'obligations, la production de documents, d'outils d'aide à la gestion et d'aide à la planification. Donc un certain nombre de dispositifs. Cependant, ce que les retours d'expérience nous montrent, c'est que malgré ces outils et cette obligation, sur les territoires qui ont été inondés, à une exception près, et donc qui ont dû faire face à cette gestion des déchets post-catastrophe, à une exception près, la communauté de communes de Lunel qui est particulière, ces territoires n'ont pas mis en place de plan de gestion au cas où ils seraient de nouveau confrontés à cette question des déchets post-catastrophe. Et comment on peut expliquer cela? D'une part, probablement à un problème de définition des responsabilités, car la gestion des déchets est particulière, c'est une répartition des compétences entre la commune et des structures intercommunales de gestion des déchets, mais également, et je voudrais finir là-dessus, sur la définition de concevoir le problème dans ses dimensions réelles, de savoir à quoi on va être confronté en post-catastrophe. Pour moi, c'est le problème essentiel de cette question-là. C'est-à-dire anticiper, s'interroger sur quel tri on va mettre en place, quel traitement on va mettre en place, de quels moyens on a besoin, de quelles zones de stockage on a besoin. Et pour cela, ce qu'il faut savoir, c'est quel sera le gisement, quelle est la quantité de déchets, mais également quelle est la nature des déchets pour pouvoir les réintroduire dans les filières de gestion existantes. Et donc pour cela, dans le cadre de ma thèse, dans le cadre d'un projet de recherche, j'ai développé une méthode de quantification et de qualification des déchets issus de l'inondation des logements, donc une méthode sur laquelle je pourrais revenir si nécessaire, qui quantifie les déchets en 7 flux, donc des déchets issus des logements, mais on n'a pas pu traiter des déchets issus des activités économiques du fait d'un manque de données. Et donc, pour conclure, pour moi, c'est vraiment l'enjeu actuellement des années à venir, c'est que les retours d'expérience, qu'il y ait davantage de retours d'expérience faits sur la question des déchets et que les retours d'expérience officiels prennent en compte cette question des déchets, comment on a géré les déchets en post-catastrophe et quels ont été les volumes et les quantités et la nature de déchets produits, car c'est cette connaissance-là qui nous permettra ensuite d'améliorer la connaissance des gisements futurs et de pouvoir produire des modèles de production de déchets des activités économiques. Connaissance qui est essentielle pour anticiper la gestion et les dysfonctionnements du service de gestion des déchets en post-crise. Voilà, je vous remercie. Merci Hélène. Donc, quelques questions. Nous avons quelques minutes de questions. C'est bien de parler de déchets avant d'aller manger. Donc, oui, une question ici. Donc je voulais savoir... vous je m'appelle Alexandre Goliot, je suis en Master 2 Génie urbain, Développement urbain durable.
C'est la fin de votre présentation en fait. Est-ce que à l'heure actuelle, comment sont dimensionnées en fait les installations, et comme il y a des niveaux de hauteur d'eau pour les crues, est-ce qu'il y a des niveaux maximum de déchets pour les installations existantes? Est-ce que c'est pris en compte dans le dimensionnement? La question des déchets post-catastrophe. Est-ce qu'on dimensionne les installations de traitement des déchets En en vue fonction de- d'un niveau, d'une crue décennale, d'une crue centennale? Est-ce qu'il y a la même sorte de dispositif au niveau du traitement des déchets? Non, Ah. pas du tout. Non, enfin, en tout cas, à ma connaissance, il faudrait, enfin, les établissements responsables de la gestion des déchets, les prestataires, les syndicats, enfin, les collectivités en charge de la gestion des déchets ne prennent pas en compte, dans le dimensionnement de leur installation, la question de la gestion des déchets post-catastrophe. Alors après, donc l'exemple de la communauté de communes de Lunel, sur lequel j'ai pas pu décrire, c'est qu'elle, par contre, en 2002, elle avait été inondée, elle avait eu beaucoup de mal à trouver un exutoire pour les déchets, des déchets produits sur son territoire. Et donc, ça avait été très long pour trouver un exutoire. Et donc, à la suite de cette catastrophe, elle a passé un marché avec un prestataire pour, en cas de production de déchets exceptionnels qui seraient non incinérables et non triables, que ce prestataire s'engage à reprendre, donc là dans le marché c'est 10 000 tonnes de déchets, donc ce prestataire s'engage à reprendre 10 000 tonnes de déchets en cas de production de déchets exceptionnels. Mais c'est un cas relativement rare et actuellement les infrastructures de traitement ne prennent pas en compte cette production de déchets exceptionnels. On dimensionne par rapport aux besoins de gestion, à la production de déchets normaux, donc on est vraiment sur des déchets normaux de la population en présence, oui. Et aussi en réfléchissant aux évolutions de production liées à la politique de prévention, où on va... Mais vraiment, c'est sur du déchet normal. Oui, une petite question. Moi, je suis étudiant en Master 1 Génie urbain. Bravo. Et c'est pour revenir sur la question de l'anticipation. Est-ce que vous avez des exemples, justement, sur les mesures préventives qui sont mises en place pour assurer une bonne gestion des déchets après la crise, pour avoir un retour à la normale plus rapidement? Alors, des exemples, je n'ai pas là comme ça d'exemples faits. Il y a plutôt des... Comment dire ? Des orientations, des propositions, c'est-à-dire pour éviter la production de déchets, c'est limiter l'endommagement. Donc ça va être toutes les mesures qu'on va préconiser au niveau de son logement, ou au niveau des entreprises, de mettre en hauteur les stocks, de mettre en hauteur le matériel, car tout ce qui ne sera pas endommagé ne deviendra pas déchet. Donc ça, c'est des mesures de prévention pour limiter en fait la production de déchets. Par contre, pour que le service de gestion des déchets refonctionne le plus rapidement possible, ça va être limiter également l'endommagement du service de gestion des déchets. Et puis, ça peut être également de passer des marchés ou de passer des accords avec des entreprises qui auraient des moyens de collecte adaptés à ces nouveaux déchets qui ne peuvent pas être collectés, par exemple, par des bennes à ordures classiques. Et donc, il va falloir avoir des camions spécifiques. Donc, ça va être une anticipation, en fait, des moyens de collecte et de traitement. Ça va être également une identification et un repérage des zones de stockage temporaire, avoir le matériel adéquat pour protéger ces zones de stockage temporaire. Voilà, tout ce qui peut permettre, en fait, d'être prêt au moment de la crise. Merci. Une dernière question. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans la collecte. Oui. Donc peut-être que vous avez une petite question. Bonjour, Baptiste, étudiant en Master Mise. Vous parliez d'une méthode de quantification et de qualification de flux de déchets. Est-ce qu'on a déjà eu des retours d'expérience sur de telles méthodes qui ont été mises en place ? Alors, la méthode moi, que j'ai développée, elle n'a pas été utilisée. Des retours d'expérience sur l'utilisation, c'est-à-dire sur la pertinence par rapport aux quantités. Comme le calage d'un modèle. Oui. Par exemple.
Non, on n'a pas d'expérience de ce type. Il y a des méthodes qui ont été développées aux États-Unis de quantification des déchets, mais qui sont des quantifications extrêmement globales et voilà, assez peu précises. Mais là, j'ai pas en tête j'ai pas fait de comparaison entre ce qu'aurait donné en fait la quantité de déchets par rapport à cette méthode de quantification et les résultats, par exemple à la suite de Katrina ou à la suite d'autres. Mais c'est vrai que nous, dans notre démarche, on a construit cette nouvelle méthode parce qu'on voulait une méthode qui puisse qualifier le déchet en 7 flux de déchets pour pouvoir les réintroduire dans les filières de gestion existantes, ce que ne proposent pas les méthodes généralistes développées. Il y a un élément de réponse de Bruno Barocage, ou bien une autre question, Bruno ? Un commentaire. Donc Bruno Barocage, tu te présentes. Bruno Barocca, maître de conférence au département génie urbain. Non, juste pour appuyer, la méthode, elle a été calée sur la réalité. C'est pas parce qu'elle n'a pas été réutilisée depuis. Le modèle a été validé selon. On avait gardé des retours d'expérience qui avaient été gardés, donc ça a été. Voilà, elle a été simulée sur des faits réels. Moi, je voulais juste faire un petit commentaire qui met un peu de lien entre deux, trois interventions. On a parlé des seuils de hauteur d'eau, et on voit beaucoup d'énergie déployée en gestion des risques pour essayer de préciser de quelques centimètres les hauteurs des crues centenales et autres. Sur ce thème-là, on voit des chiffres passés qui sont totalement, je ne vais pas dire farfelus, mais c'est-à-dire que quand on envisage une crue en termes de gestion des déchets, on peut multiplier le premier résultat par 500%. C'est-à-dire qu'on a un facteur 5 entre les diverses évaluations parce qu'on se base souvent sur des retours d'expérience qui ont montré une fois que l'équivalent des déchets générés était à peu près 2 ans, 2-3 ans, et de l'autre fois, sur un autre site, on a plutôt des choses qui sont de l'ordre de 10 ans. Donc on a une fourchette d'incertitude sur les quantifications, et c'est bien l'intérêt du travail d'Hélène, de la méthode qu'elle a développée. Cette fourchette d'incertitude, elle est gigantesque. C'est un râteau, quoi. Or, ça pose à la fois des questions de données, mais aussi de où est-ce qu'on s'investit en termes de gestion des risques. Je ne veux pas dire que préciser les hauteurs d'eau, ça a un intérêt, mais pour l'instant, est-ce qu'on n'a pas plus d'intérêt à investir d'autres champs sur lesquels les incertitudes de gestion du risque sont extrêmement importantes et sur lesquels un petit peu de moyens nous permettrait déjà de préciser énormément les données et du coup les tonnes et les mètres cubes de déchets qu'on aura à gérer suite à la crise. Donc c'est à la fois, je ne sais pas si c'est de la disponibilité des données, effectivement c'est très difficile d'avoir ces données, mais c'est aussi un petit peu changer le regard, c'est-à-dire arrêtons de regarder les quelques centimètres d'eau en plus ou en moins et regardons les conséquences sur le territoire. Là, on tombe dans la politique. On va conclure cette matinée en remerciant tous les intervenants, les participants.